Les asymptotes. On sait comment ça marche. Les asymptotes verticales et les points vides, vous avez votre technique. Donc, l'idée, c'est de trouver le domaine. On cherche les valeurs exclues du domaine et à ces endroits-là, ben là, il va falloir évaluer la limite. Et là, on a beaucoup de possibilités. Donc, on a la possibilité d'obtenir une forme C sur 0 qu'on va faire à gauche et à droite. On a les autres cas aussi, ln de 0 et racine de 0, qu'il faut utiliser le domaine de définition. Et on a toutes nos indéterminations, 0 sur 0, infini moins infini. Et on n'a aucune nouvelle technique. Donc, dans le fond, pour les asymptotes verticales, là, il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est la même affaire. Et un coup, vous avez terminé votre limite, bien là, on conclut. Si votre limite donne un infini ou un moins infini, vous avez une AV. Sinon, si ça donne une valeur réelle, ça donne un point vide. Pour les asymptotes horizontales, même chose, il n'y a aucune nouvelle matière. Donc, c'est tout le temps la même chose. Horizontale, c'est qu'on regarde aux extrémités de notre courbe. Donc, lorsque x prend des valeurs très petites, lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers l'infini pour le côté droit. Donc, vous évaluez votre limite. Vous allez probablement arriver à une de ces formes-là. Et si vous avez une de ces formes-là, la technique, c'est toujours la même. On sort le plus fort. On peut faire aussi une multiplication par le conjugué dans certaines situations. Donc, si vous arrivez à cette situation-ci, ça se peut que vous ayez à faire la multiplication par le conjugué. Et finalement, on conclut. Donc, si vous avez la limite et que vous l'essayez et ça vous donne une valeur réelle, vous avez une asymptote horizontale, y égale votre valeur. On fait la même chose pour le côté droit, évidemment. Pour l'asymptote oblique, la formule, c'est encore la formule générale qu'on utilise. Donc, limite de f de x sur x pour trouver le m. Et ensuite, on fait le calcul avec b. Mais comme je suis gentille, regardez la dernière définition. Donc, vous pouvez considérer que pour les fonctions transcendantes qu'on va étudier dans le cours, ben celle-ci ne va pas contenir d'asymptote oblique. En fait, ce qui arrive, c'est qu'avec les fonctions transcendantes, vous allez voir qu'on peut arriver à des limites vraiment bizarres, du style infini sur 0, des formes indéterminées qu'on n'a pas nécessairement vues dans le cours. Donc, on ne peut pas vraiment trouver les asymptotes si on ne sait pas comment gérer ces limites-là, ces formes indéterminées-là. C'est pour ça que dans le cours, on va prendre pour acquis que les fonctions que je vais vous donner, ils n'auront pas d'asymptote oblique, à moins que je vous le dise. Donc, dans ce cas-ci, commencez toujours par vérifier vos asymptotes horizontales. Ici, vous avez votre résumé pas mal complet de toutes les formes indéterminées et des autres formes particulières. Donc, la seule chose qui est nouvelle, c'est la dernière, donc qui ressemble étrangement à la même chose que la racine, donc il faut tout simplement évaluer la limite en considérant le domaine de définition. Tout le reste, c'est pareil, ce sont les mêmes stratégies qu'on avait vues à l'étape 3. Donc, on vous demande pour la première de trouver toutes les asymptotes de la fonction. Première étape, ben, on n'a pas le choix de trouver le domaine, parce que le domaine, s'il y a des valeurs exclues du domaine, ben, dans le fond, ça se peut qu'il y ait des asymptotes verticales. Donc, on regarde notre fonction vite fait, bien fait. J'ai pas de racine paire, j'ai pas de log, mais j'ai une division par 0. On prend notre dénominateur, on l'égale à 0. Et là, ici, ça commence à être difficile de vérifier une telle situation, parce que là, on a beaucoup de E. Pour y arriver ici, en fait, c'est une question de logique. E, ça vous donne toujours un nombre positif. E, là, si vous regardez le graphique de E à la x, ça donne toujours un nombre positif. Donc, ça ne va jamais en dessous de l'axe des x. Donc, E à la x ou E à la 5x ou E à la 3x, ça doit toujours vous donner un nombre positif. Donc, ici, si je fais un nombre positif fois 3, ça va donner un nombre positif, plus un nombre positif, bien, ça va rester un nombre, on va avoir une addition avec un nombre positif et on ajoute 2. Donc, ça ne sera jamais égal à 0. C'est sûr que ce n'est pas évident à voir, là, c'est plus une question de... On regarde et logiquement, ça ne se peut pas. Donc, le domaine ici, c'est les réels. Il n'y a aucune valeur exclue du domaine. Donc, je vous répète pourquoi. Parce que E exposant un nombre va toujours donner va toujours donner au final une réponse positive. Donc, un nombre positif plus un nombre positif plus 2, bien, ça va faire en sorte qu'on n'arrivera jamais à 0. Donc, si le domaine, c'est les réels, alors il n'y a aucune valeur exclue du domaine, donc il n'y a aucune asymptote verticale et il n'y a aucun point vide. Donc, ça, c'est la première conclusion qu'on peut faire. Deuxième étape, c'est de regarder les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques.
Je vous ai dit qu'avec les transcendantes, ben, commencez avec les horizontales parce que les obliques, on va prendre pour acquis qu'ils n'en ont pas, à moins que je vous le dise. Donc, je vais commencer avec l'extrémité gauche. Donc, l'extrémité gauche, c'est d'évaluer la limite lorsque x s'approche de moins l'infini. Donc, lorsque x prend des valeurs très, très, très petites. On fait comme d'habitude, on remplace x par moins l'infini. Donc, quand vous remplacez, vous allez avoir 4 fois moins l'infini, 2 fois moins l'infini. Donc, tous les exposants, quand on les regarde, ça va être moins l'infini. Et là, il reste à gérer qu'est-ce que ça donne e à moins l'infini. On avait déjà eu ce cas-là dans la capsule en lien avec les limites. Donc, si on regarde e à moins l'infini, ben, c'est un exposant négatif. On peut l'envoyer au dénominateur pour regarder qu'est-ce que ça donne. Ça revient à faire 1 sur e à l'infini. Et e à l'infini, ben, c'est comme si je disais 2,7 exposant infini. Donc, 2,7 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7. Donc, ça monte très, très vite. Ça va tendre vers l'infini. Et le résultat va donner 0. Donc, à chaque fois que vous voyez e à la moins l'infini, ben, ça tend vers 0. Donc, je vais avoir 7 fois 0, moins 0 plus 5, sur 3 fois 0 plus 0 plus 2, qui va donner finalement 0 moins 0 plus 5, donc 5 demi. On arrive à plus mon x prend des valeurs petites, plus ma courbe s'approche de 5 demi en y, ce qui donne une asymptote horizontale. Donc ça, c'est pour le côté gauche. Pour l'extrémité droite, maintenant, ben, on fait le même principe, mais on évalue la limite lorsque x s'approche de l'infini. Donc, au numérateur, vous allez avoir quelque chose du genre e à l'infini fois 7, moins e à l'infini plus 5, sur 3 fois e à l'infini plus e à l'infini plus 2. Donc, vous allez avoir, à chaque fois que vous voyez e à l'infini, ben, vous pouvez le remplacer par infini parce que ça tend vers l'infini. Donc, je vais avoir infini moins infini plus 5 sur infini plus 2. Donc, je vais avoir la forme indéterminée, infini moins infini sur infini. Si vous allez voir dans votre résumé, les infinis sur les infinis, la technique, c'est on sort le plus fort. Donc, on sort le plus fort au numérateur et au dénominateur. On l'a beaucoup pratiqué à l'étape 3. Mais là, maintenant, il faut qu'on le fasse, mais avec des E. Mais avec les E, c'est le même principe. Vous comparez vos E. Donc, si je compare au numérateur, j'ai E à la 4x, E à la 2x. Bien, je vais sortir le E qui est le plus fort. Donc, ici, c'est E à la 4x. Dans une parenthèse, vous écrivez qu'est-ce qui reste. Donc, pour le premier terme, évidemment, il va rester 7. Pour le deuxième terme, bien, il va me rester 1 sur E à la 2x. Parce que dans le fond, j'en ai sorti 4, mais moi, j'en voulais juste 2. Donc, je dois en enlever 2, tout simplement. Et finalement, pour le dernier, ça va donner 5 sur E à la 4x. Pour le dénominateur, maintenant, ben, le plus fort entre 5x et 3x, ben, ça va être E à la 5x. Et vous allez raisonner de la même façon. Donc, pour le premier, bon, il va me rester juste 3. Mais pour lui du milieu, j'en ai sorti 5, mais moi, j'avais juste E à la 3. Donc, j'en avais juste besoin de 3. Donc, j'en ai comme 2 en trop. Donc, c'est pour ça que je dois en enlever 2. Donc, vous en avez 5, vous en sortez 5. Moi, j'en voulais juste 3. J'en enlève 2 pour avoir 5x moins 2x qui va donner 3x. Donc, c'est comme vos exposants, là, vous devez les soustraire. Et finalement, pour le dernier terme, ben 2 sur E à la 5x. Un coup, vous avez fait ça, le principe est le même qu'avant. Donc, dans les fonctions algébriques, on faisait x à la 4 sur x à la 5. Puis là, on barrait nos x. Bien là, c'est la même chose, mais on va barrer les E à la x. Donc là, ici, j'ai E à la 4x. Donc, j'en ai 4, mais ici, j'en ai 5. Donc, il va me rester un E à la x au dénominateur. Donc, voici qu'est-ce qui me reste après simplification. Et là, ben, on vient évaluer parce qu'on a réussi à simplifier quelques éléments. On a simplifié plusieurs E. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je remplace x par l'infini. Ça va tendre vers 0. Parce que vous avez un nombre divisé par quelque chose de très grand, bien, ça s'approche de 0. Donc, tout ce qui va me rester, c'est 7 divisé par l'infini fois 3. Et 7 divisé par un très grand nombre, ça donne 0. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'au final, je vais avoir une AH en Y est égal à 0, mais à l'extrémité droite. Si on fait juste un peu l'esquisse de nos asymptotes,
qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une asymptote horizontale. J'ai trouvé une asymptote horizontale de l'autre côté également. Donc, du côté gauche, c'est vers 5,5 et du côté droit, c'est vers 0. Donc, on raisonne. Donc, plus mon x prend des valeurs très petites, donc plus je m'en vais du côté gauche, plus ma courbe s'approche de la valeur 5,5 qui est 2,5. Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe entre les deux, mais après ça, plus mon x devient très, très grand, plus ma fonction s'approche de y est égal à 0. Donc, j'ai deux asymptotes horizontales. Comme j'ai deux asymptotes horizontales, je n'aurai pas d'asymptote oblique. Voilà pour le premier exemple. Pour l'exemple 5 maintenant, on vous demande uniquement de trouver les asymptotes verticales. Donc, ici, quand je regarde mon domaine, j'ai pas de division par 0, j'ai pas de racine paire, mais j'ai un ln. Donc, il faut que l'intérieur du ln soit plus grand que 0. Dans cette situation-ci, on ne peut pas isoler le x. Donc, je dois faire un mini tableau de signes pour savoir quand est-ce que l'intérieur du log ou du ln est positif. Donc, pour faire notre mini tableau de signes, ben, on a besoin des facteurs. Donc, on va factoriser le x2 plus 2x moins 3. On fait un produit somme. Le produit, c'est moins 3. La somme, c'est 2. Ce qui fait en sorte que mes deux valeurs, c'est 3 et moins 1. Donc, ma factorisation par le produit somme me donne l'expression suivante. Et là, ben, je fais mon mini tableau de signes. J'inscris à la première ligne x et la deuxième ligne, j'écris les facteurs x2 plus 2x moins 3, donc x plus 3 fois x moins 1. Sur la ligne dx, ben, j'écris les valeurs qui annulent les facteurs, donc j'ai moins 3, parce que moins 3 plus 3 va donner 0, ça annule le facteur x plus 3, et j'ai 1 qui va annuler le facteur x moins 1. Et là, ben, comme d'habitude, un mini tableau de signes, ben, on va aller chercher les valeurs dans les intervalles. Donc, vous prenez x vaut moins 4 et vous l'essayez l'expression. Vous allez arriver à positif, négatif, positif. Donc, ça veut dire que ici, si vous prenez moins 4 et que vous le remplacez, ça vous donne un positif. Ça veut dire qu'à l'intérieur du log, vous allez avoir un nombre positif. Donc, ça va marcher. Par contre, dans l'intervalle qui est ici, entre moins 3 et 1, si vous prenez 0, par exemple, ben vous allez arriver à quelque chose de négatif à l'intérieur du ln, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas le calculer. Votre calculatrice vous rend erreur. Donc, les intervalles pour le domaine qui vont fonctionner, c'est celui-ci et celui-ci. Donc, mon domaine de la fonction f, c'est de moins l'infini à moins 3. Et la deuxième partie, c'est celle-ci, 1 à l'infini. J'ai exclu également moins 3 et 1 parce que ça va donner des ln de 0 et ça n'existe pas. Donc, ma fonction va très bien. De moins l'infini jusqu'à moins 3, tout va bien. Entre moins 3 et 1, il ne se passe plus rien parce que ce sont des valeurs exclues du domaine. Et après 1, ça recommence à avoir une courbe. Donc, je vais avoir comme une espèce de trou dans ma fonction. Donc, à moins 3 et à 1, ce sont les endroits qui risquent d'avoir des asymptotes verticales ou des points vides. Ce sont des valeurs exclues du domaine. Donc, il faut vérifier à ces deux valeurs-là. Donc, quand vous commencez avec moins 3, vous évaluez la limite et lorsque vous l'essayez, vous allez arriver à une forme ln de 0. Vous allez avoir ln de 0. Donc, dans ce cas-ci, il faut le faire selon le domaine. Donc, ce que ça signifie, c'est que quand je regarde moins 3, ben, à droite de moins 3, il n'y a absolument rien qui se passe. C'est hors domaine. Donc, moins 3, je peux l'évaluer seulement à partir de la gauche. Donc, les valeurs, par exemple, moins 3,1, ça marche. Mais les valeurs, comme exemple, moins 2,9, ça ne marche pas parce qu'on est hors domaine. Donc, je peux faire uniquement la limite x tend vers moins 3 vers la gauche. Et là, ben, quand on utilise des moins puis des plus, dans les limites, c'est toujours plus facile de le faire avec les facteurs. C'est pour ça que j'ai utilisé la forme factorisée. Donc, à l'intérieur, on va avoir moins 3 moins plus 3. On va avoir 0 moins. Et moins 3 moins 1, ça fait quelque chose qui est proche de moins 4. Donc, un négatif avec un négatif, ça va devenir un positif et ça va être proche de 0. Et ln de 0 plus, on l'a déjà rencontré dans les capsules précédentes, ça tend vers moins l'infini. Si on s'en va sur notre graphique, à moins 3, plus mon x par la gauche, plus je m'approche de x par la gauche de moins 3, plus ma fonction descend vers le bas, ce qui nous fait une belle asymptote verticale. On conclut, asymptote verticale en x est égal à moins 3. On fait le même genre de raisonnement, mais maintenant en x est égal à 1.
Donc, si on évalue notre limite, encore une fois, on va arriver à la forme ln 0. On va l'écrire entre parenthèses. Et dans le fond, quand on a cette forme-là, il faut y aller avec le domaine de définition. On s'en va voir dans notre domaine 1, cette fois-ci. Je ne peux pas prendre des valeurs qui sont en dessous de 1. Donc, je ne peux pas prendre 0.9 parce que c'est exclu du domaine. Donc, on ne pourra pas prendre la limite par la gauche, mais on peut prendre la limite par la droite parce que 1.1, ça fait partie du domaine. Donc, je peux faire uniquement la limite par la droite. Même principe que précédemment, on va utiliser la forme factorisée. Quand on l'essaie, on va avoir ln de 4 fois quelque chose qui est proche de 0 dans les positifs, ce qui va rester dans les positifs. Et finalement, ln de 0 plus, on l'a déjà rencontré cette forme-là également, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, dans mon graphique, plus je m'approche de x par la droite, plus ma courbe descend vers moins l'infini. Ce qui fait effectivement une belle asymptote verticale. Donc, j'ai 2 asymptotes verticales ici. Dernier exemple, maintenant, on va le faire avec une fonction trigonométrique. Donc, je vais le faire avec tangente de x. Donc, tangente de x, quand on la regarde vite fait, bien fait, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de log. Mais attention, tangente, c'est la même chose que sin sur cos. Donc, sin sur cos, on a un dénominateur à vérifier. Donc, on a une division par 0. Et en plus, on vous spécifie, là, on ne veut pas toutes les valeurs d'angle possibles. Donc, on veut nous restreindre à 0 à pi. Donc, on va commencer par trouver le domaine. Domaine, j'ai une division par 0. Donc, je regarde dans quelle situation cos de x est égal à 0. Je prends mon cercle trigonométrique et je me pose la question, quand est-ce que le cos vaut 0? Le cos, c'est la valeur en x. Donc, ici, le cos vaut 1, donc ça ne sera pas possible. Donc, c'est ici et ici que mon cos vaut 0. Donc, c'est à pi sur 2 et à 3 pi sur 2. Quand on cherche le domaine avec ce genre de situation-là, il faut se poser la question, on cherche un angle x. Je cherche mon angle qui s'appelle x tel que le cosinus. Donc, le cosinus, c'est la première coordonnée vaut 0. Donc, je m'en vais sur mon cercle trigonométrique et je trouve les éléments pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Ou si on va à l'envers, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Donc, l'angle qui s'appelle x, les angles possibles, c'est tous ces angles-là que j'ai écrits. À ces endroits-là, on a une division par 0. Mais là, faites attention, notre intervalle, c'est de 0 à pi. Donc, ces angles-là, même s'ils sont négatifs et que ça fait une division par 0, on ne les considère pas. Entre 0 et pi, les seuls que je retrouve, c'est pi sur 2. 3 pi sur 2, il est en dehors de l'intervalle qu'on nous donne ici, entre 0 et pi. Donc, le domaine de la fonction, attention, ce n'est pas tous les réels, c'est vraiment l'intervalle qui nous intéresse. Donc, c'est de 0 jusqu'à pi, mais je dois enlever pi sur 2 parce que ça fait une division par 0. Le reste, 0 et pi, ça, il n'y a pas de problème. Je laisse les intervalles fermés parce que cos de 0 et cos de pi, ce n'est pas des valeurs problématiques. C'est vraiment juste les pi sur 2 qui étaient problématiques, qui causaient une division par 0. Donc, on enlève la seule qui est contenue dans l'intervalle. Deuxième étape, on trouve les asymptotes verticales et les points vides. Ici, j'ai juste une valeur exclue du domaine potentiel, c'est pi sur 2. Donc, on va vérifier qu'est-ce qui se passe à pi sur 2. On fait la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de tan de x qui revient à faire sin de x sur cos de x. Donc, je remplace x par pi sur 2. Si vous le faites, vous allez devoir aller sur votre cercle trigonométrique encore une fois. Pi sur 2, ça correspond à 90 degrés. Les coordonnées, c'est 0, 1. Sin va correspondre à 1 et cos de pi sur 2 va correspondre à 0. Vous avez une forme constante sur 0. Dans ce cas-ci, il faut faire la limite à gauche et la limite à droite. Donc, si je commence par la gauche, donc je vais faire sin de pi sur 2 moins sur cos de pi sur 2 moins. Au numérateur, ça ne changera pas, là, ça va être proche de 1. Ça va peut-être être 1 moins, mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment au dénominateur pour savoir si c'est 1 sur 0 plus ou 1 sur 0 moins. Donc, cos de pi sur 2 moins. On vient ici, sur notre cercle trigonométrique. Pi sur 2, c'est l'angle qui est ici. Si je vous dis pi sur 2 moins, dans le fond, ça correspond à un angle qui est un petit peu plus petit, 90 degrés. Parce que pi sur 2, c'est 90. Donc, ça peut être, par exemple, 89 degrés. 89 degrés, si on va sur notre cercle trigonométrique, c'est à peu près ici.
Donc, on est proche de 0. Donc, ma coordonnée en x, c'est peut-être 0,00001. Puis ma coordonnée en y, c'est proche de 1. Donc, c'est pour ça que ici, je vais écrire que le cos de pi sur 2 moins, ben, c'est proche de 0, c'est peut-être 0,0001, donc c'est 0 plus. Ce qui me donne l'infini. Déjà là, on peut conclure qu'on a une asymptote verticale. On va quand même faire la limite à droite. La limite à droite, on va faire le même principe. On s'en va sur notre cercle trigonométrique. Et cette fois-ci, ce que je veux, c'est pi sur 2 plus. Donc, un angle plus grand que 90 degrés, ben, vous pourriez prendre 91 degrés. 91 degrés sur mon cercle trigonométrique, ben, c'est dépassé, c'est à peu près ici. Donc, c'est quoi ma coordonnée en x puis en y? Ben, en x, on est peut-être à moins 0,0001, donc on est dans les zéros négatifs, et la hauteur, c'est presque 1. Donc, mon sinus, qui est la coordonnée en y, ben, c'est proche de 1, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment le 0 plus ou le 0 moins qui est important. Et ici, on a dit ensemble que on a vu ensemble que ça allait donner 0 moins, donc moins l'infini. Donc, je peux conclure. On a une asymptote verticale en x est égal à pi sur 2. Et lorsqu'on va le faire graphiquement, ben, mon domaine, c'est de 0 à pi. Et on a dit qu'il allait se passer à quelque chose à pi sur 2. Plus je m'approche de pi sur 2 par la gauche, plus ma fonction monte vers l'infini. Donc, on va avoir notre asymptote verticale. Et plus je m'approche de pi sur 2 par la droite, plus ma fonction descend vers moins l'infini. Donc, plus je m'approche de pi sur 2 par la droite, plus ma fonction descend. Donc, asymptote verticale. Il nous reste à conclure pour les asymptotes horizontales ou les asymptotes obliques. Bien là, ici, on a un intervalle fermé. Comme on a un intervalle fermé, ça fait en sorte qu'on ne peut pas aller voir ce qui se passe lorsque x prend des valeurs très, très, très petites, donc à l'extrémité gauche, lorsque x tend vers moins l'infini. Et même chose, vu que c'est fermé, je ne peux pas aller lorsque x prend des valeurs très, très grandes, lorsque x vaut 10 000. On vous l'interdit. Comme notre domaine est fermé, donc comme l'intervalle qu'on vous le donne est fermé, on va avoir aucune AH et aucune AO. Ça va comme arrêter ici au point là, et ça va également arrêter ici au point qui est là. Donc, il n'y aura pas d'AH ou AO quand vous avez un intervalle fermé. Ce qui fait le tour pour les asymptotes, et on sait à quoi ça va servir, ça va être la deuxième étape pour faire notre analyse de fonction.